France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. En ce mardi, nous sommes le 5 mai, 50e jour de confinement. Ravi de vous retrouver avec aujourd'hui, pour m'accompagner, Monsieur Gamal Abina. Comment ça va mon Gamal? Très bien, comment allez-vous tous? Eh ben, très très bien mon Gamal. Sabrina Sebaï, elle est là, Oui. évidemment. Même s'il n'y a pas Bonjour, d'internet chez tout le elle, elle est monde. là. Oui, bonjour tout le monde. Comment ça va Sabrina? On continue de distribuer les repas aux plus démunis? Toujours. Écoute, là pour rien vous cacher, je suis à la ville d'à côté à Vitry. On est parti chercher des dons alimentaires pour pouvoir faire une distribution demain. Ah, très bien. D'ailleurs, on a vu les images de la distribution sur la page Christophe Le Grand Forum, les amis. Voilà, Sabrina et toute l'équipe en pleine action. Tout à Sur fait. les images d'un certain Philippe Boyaki. Comment ça va, mon Philippe? Exactement. Ouais, non, c'est surtout bonjour, tout va bien. Hamdoulillah, c'est surtout les images de l'équipe du LGF, avant tout. Non, mais d'accord, mais bon, c'est toi qui es aux manettes, quand même. Ouais, la légende le dit. Voilà, la légende, une certaine légende. Bon, on a fait une super émission, les gars, hier, je suis content. Hommage à dire, c'était vachement bien. C'était cool. Ah, je sais pas si vous avez vu Sabrina et Gamal. Ouais. Surtout avec Jack Lang. Non, c'est pas le meilleur moment de l'émission. D'accord. Voilà. Ça s'est senti. Hein. Non, il y a eu quand même beaucoup mieux comme moment, mais non, pourquoi ça s'est senti? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu dis il a fallu le recevoir absolument et tout, comme si c'était une. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je dis la vérité aux gens. Pourquoi leur mentir? Il se trouve que Monsieur Lang a effectivement nous a sollicité. Il n'y a rien de mal à dire ça. Je veux dire, c'est clair. moi, j'ai pas pensé à lui en premier lieu pour l'inviter. Voilà, c'est tout. J'ai rien dit de mal. C'est tout. Mais c'est incroyable. Comme, en fait, je commence à en avoir vraiment marre qu'à chaque fois mes propos soient déformés. Soit je suis complètement inculte et je n'arrive pas à m'exprimer, soit je ne parle pas la même langue que vous, mais je ne comprends pas. Hier, je fais un tweet en m'étonnant, de vanter les mérites du Maroc quant à la gestion du Covid-19, alors qu'il y a un pays voisin qui s'appelle l'Algérie, vous voyez, qui s'en sort plutôt bien, voire même mieux, si on veut aller par là. On me tombe dessus en me disant, je suis un jaloux anti-Maroc, mais je vous emmerde. Voilà, autant vous le dire tout de suite. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Non, au bout d'un moment, j'en ai marre. Quand on parle avec des gens qui ne comprennent rien, qui ne veulent pas comprendre, il faut s'abaisser au niveau des gens. Donc, voilà. Si vous voulez pas comprendre, tant pis pour vous. Je me pose des questions, j'échange avec des gens intelligents, avec le caniveau. Voilà, et au bout d'un moment, ça suffit. Voilà. Faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Faut préciser surtout que ta pensée, c'était de dire. Mais non, mais c'est pour viser la France, moi. Ouais, non, voilà. Le Maroc, tout comme l'Algérie, ont fait un travail formidable. Qu'on vante les mérites des uns, et on peut les vanter, les Marocains ont été extraordinaires, en dénigrant les Algériens. Gamal, pardon, je vais juste quand même relativiser parce qu'il faut qu'on arrête aussi de se. Il y a une crise sociale qui est très importante au Maroc. Il y a des gens qui crèvent la dalle. Voilà. Il faut pas l'oublier parce que nous vanter les mérites du Maroc, je veux bien, mais il y a quand même un pays où il y a une population qui meurt de faim. D'accord, il y a des gens qui meurent de faim dans une capitale qui s'appelle Casablanca. Ça c'est vrai. Non, mais la question de la comparaison, elle a eu lieu sur France 24 il y a quelques semaines de ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où il y avait le monsieur qui était venu justement comparer la gestion de la crise de la Tunisie et de l'Algérie, où il avait tapé sur l'Algérie, d'une manière, voilà. Bon, ça a conduit à ce que l'ambassadeur soit convoqué, etc. Donc, on est assez habituellement, je pense que, bon, globalement, il y a un rapport très particulier avec l'Algérie, on le sait. Et on le voit encore aujourd'hui, même dans la manière dont on traite les informations qui sont par rapport au Maghreb, de manière générale. Non, mais il y a surtout un nationaliste extrêmement déplacé, et des deux côtés, aussi bien du côté algérien que marocain. Et c'est vraiment très fatigant. Ouais, c'est très fatigant. Moi, à la limite, venez me critiquer de la France, m'en fous, moi. Je veux dire, moi, je suis un terrien, moi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas la guerre, j'aime pas les militaires, j'aime pas tout ça, moi. Donc, je suis d'accord, mais là, le sujet, c'est quoi? C'est que tu as dit qu'il y avait dans les médias français. Non, j'ai pas parlé de médias français, j'ai dit je m'étonne que certains vantent les mérites du Maroc. D'accord, donc ça, c'est très clair quant à la gestion du Covid-19, alors qu'il y a un pays voisin qui s'appelle l'Algérie qui se défend plutôt bien. Étrange, non? Simple question. Voilà. Oui, bien sûr, mais c'est bien les médias français qui vantent les mérites du Maroc contre la les médias français, les personnalités qui ont des riades là-bas, qui savent qu'ils ne peuvent pas y aller cet été, c'est tout. Ou Florian Philippot, je le rappelle, qui est quand même fort du café. Non, mais ça, c'est énorme. Les mérites du Maroc, vous avez vu? Mais ça ne critiquait pas le Maroc, non, mais
Ouais, mais tu n'auras jamais une égalité de traitement de l'Algérie par les médias français. Enfin, c'est. Bien sûr. Moi, voilà, faut à un moment, faut être un peu réaliste. Enfin, je comprends l'interrogation, mais pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est clair qu'on ne traite pas l'information de la même manière quand on parle des pays maghrébins. Enfin, Donc vous on le l'acceptez. voit. Non, Vous c'est pas une l'acceptez. question. Non, c'est pas une question de l'accepter. Non, on l'accepte pas. Mais en fait, c'est assez courant. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, franchement, est-ce que Philippe, tu peux mettre mon tweet, s'il te plaît, pour que les gens sur Facebook me disent ce qu'ils en pensent. Voilà. Moi, je veux savoir. Soit je suis complètement con et j'arrête de tweeter, il n'y a pas de problème. Soit je m'exprime mal, et encore une fois, mais je veux comprendre parce que peut-être que voilà, j'ai fait ça à 2h du matin. Ton tweet, c'est je suis très étonné que tout le monde vante les mérites du Maroc concernant la gestion du Covid-19 et que personne ne parle de la très bonne maîtrise des choses du pays voisin d'Algérie. Étrange, non? Et Hamid Chériet, d'ailleurs, je vais me désabonner. Je me désabonne d'Hamid. Non, bah oui, bah attends, mais regarde ce qui marche. Hallucinant comment lui et ses camarades dénigrent le Maroc. Très souvent, très souvent, un mensonge, c'est grave. Oui, il y a deux traits, c'est trop. Ce qui est étrange, c'est votre manière récurrente de toujours vouloir rabaisser le Maroc, et notamment dans vos émissions de radio. Ça en devient pathétique. Vous n'aurez pas eu ce tweet. Je voudrais juste lui répondre à ce Hamid Chériet qui me court après. Gamal Abina peut en témoigner. Tout le monde peut en témoigner. Ouais. Il m'appelle 2 à 3 fois par mois quand il revient de Londres, parce qu'il vient en Angleterre, pour essayer de passer dans l'émission. Sauf qu'il est passé une fois. J'ai compris qui il était. J'ai plus envie qu'il repasse. Donc voilà, c'est tout. C'est lui qui me court après, c'est pas moi. Donc franchement, ce genre de règlement. Sur le propos, c'est ce qui est minable, c'est qu'en plus il ment parce que d'abord on critique pas le Maroc, il y a des Marocains dans l'équipe, je le rappelle. Bien sûr. Ensuite, deuxième chose, on a rappelé, c'est une des, faut le dire, faut reconnaître ce qui est fait, de dire qu'il y a 5 millions de masques fabriqués au Maroc par jour. C'est pas BFM qui l'a dit, hein, c'est bien une des chroniqueuses de LGF qui est marocaine. Ouais. Ensuite, la question, c'est que je rappelle que France Maghreb, c'est le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie et Libye, parce qu'on oublie que le Maghreb, c'est pas que 3 pays. Mais surtout, quand on sait pas lire, c'est 5 pays, mais quand on sait pas lire, un tweet qui dit on critique le Maroc, alors que le tweet ne critique pas le Maroc, il critique le traitement de l'Algérie dans les médias et chez les politiques français. C'est ça la question. On critique pas parce qu'on considère que le Maghreb fait le travail. Ils ont fait un travail formidable. Dites-nous en commentaire, moi j'ai envie de savoir. Vas-y, ça on avait eu l'occasion d'en parler d'ailleurs de la manière dont le Maroc traitait la crise sur le Covid, et on avait justement dit que c'était plutôt une très bonne gestion de la manière dont ils ont traité les choses. Donc là, je pense que le tweet de Christophe, il critique pas la gestion du Maroc. Il dit juste que comme il y a d'autres pays qui gèrent bien la crise, il faut mettre sur le même niveau et parler de tous les pays qui gèrent bien cette crise. Et il faut valoriser les gestions. Non mais Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, honnêtement, dis-moi, j'ai fait une connerie, mon Philippe, ou pas là? Mais pas du tout. Non, mais attends. Il faut comprendre le patriotisme et le nationalisme des uns et des autres. Ce que je ne crache pas dessus. Pas moi. Non. Alors, moi, je suis un vrai nationaliste. Tu vois, mais justement, je comprends pas. Non, mais attends, mais nationaliste, c'est aimer la nation. On a le droit d'aimer une nation. Et c'est ça être nationaliste, c'est ça être un patriote, c'est aimer sa nation. Non, parce que ça rend aveugle, ça. Non, mais pas du tout. Tu n'es pas objectif. Non, il y a une minorité. Pas mal pour le genou. Ah ouais. Non, ça rend obtus pour certains qui ne peuvent pas entendre raison. Mais il y a encore des gens sensés qui aiment leur nation avec un S à l'heure et pareil un S à nation, et qui peuvent les défendre. Oui, parce que c'est la leur. Mais surtout parce qu'il y en a plusieurs. En plus, on en a plusieurs. Comparé à moi, par exemple, j'ai plusieurs nations et je les assume et je les revendique. Mais être objectif. Un mec étrange, non? Hein? C'est un mec étrange, donc. C'est un extraterrestre. Non, je suis un humaniste. J'ai la chance d'avoir plusieurs amours. Et c'est les autres qui ont pas cette chance-là, et je vous pardonne. Et un jour, je dis moi, t'en veux. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a la chance d'avoir plusieurs cultures et d'avoir plusieurs amours et d'avoir plusieurs connaissances. Alors, il faut pas en être complètement obtus, mais reconnaître lorsqu'il y en a une qui a fait une boulette ou quelque chose, ou même quelque chose de très grave. Regarde, appelle-moi Hamid Chériet, s'il te plaît, Philippe. Appelle-moi en direct à Hamid Chériet. Je vais régler son compte à lui tout de suite. Non, mais appelez-moi. Salut à tous. Salut, mon Rudy. Salut, Rudy. Comment ça va, Rudy? Ouais, ça va bien et vous?
Ah, t'as une nouvelle coupe. Impeccable. Ah, Ouais, j'ai. Beau gosse. Il était à la tourneuse, hein, il était sauvage, là. Ouais, Non. là, j'ai tout rasé. Ça Tu sais, brille. avec ce déconfinement qui vient, vaut mieux prendre d'un nouveau départ avec tout ce qu'on a vécu. Voilà, on repart bouge à pas, neuf, Rudy, bouge pas. on fait peau neuve. Bouge pas, Rudy, parce qu'il y en a qui cherchent des noises, on va leur régler leur compte. J'ai pas son numéro. Mais je comprends pas, Hamid. Quoi Hamid, je le connais, Hamid Chriette. J'ai fait. Tu peux lui dire de se calmer un peu? Tu peux lui demander de gentil. Je découvre ce qui se passe, je suis étonné en fait. Je me dis c'est bizarre. Non, mais vous savez pourquoi, les amis? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est énervé que je ne veux pas le recevoir dans l'émission du HF. C'est tout. Il n'arrête pas de m'appeler et je lui réponds pas. Bon, Donc, ben appelle-le, mettez les choses au clair. Appelle-moi, Hamid. Hamid, appelle-moi. On va s'expliquer, toi et moi. Et je te garantis que tu passeras plus jamais dans l'émission. Voilà, je te le dis en direct. Par contre, il faut lever éventuellement des incompréhensions. Là, faut pas que ça parte. Non, il n'y a pas d'incompréhension, Rudy. Il n'y a pas d'incompréhension quand tu attaques de manière sciemment les gens comme ça sur les réseaux sociaux. Alors que moi, je t'ai jamais parlé de toi. Pour moi, tu n'existes pas. Bah, à un moment, il faut en subir les conséquences. Donc, passons à autre chose. Ça va, mon Rudy, sinon? Ouais, ça va. Bon, dites-moi ce que ça dit sur Facebook, là, Philippe. Alors, ils sont d'accord ou pas avec moi, les gens? Ils sont vénères? Ils sont pas... C'est quoi le truc? Hein, je vais dire ça tout de suite. Alors, je voudrais savoir, moi. Les gens, dites-moi, les gens. Tarek, ici le Tarek. En fait, ce qui manque immédiatement, c'est la prise de mesures strictes par Sa Majesté le roi Mohamed VI d'entrer depuis le début. Ok. La comparaison n'a pas lieu d'être et le faire, c'est jouer le jeu de ceux qui souhaitent semer la discorde entre les pays du Maghreb. Très objectif. Ça, c'est plus d'Algérie. Moi, je suis algérienne et ça me fait ni chaud ni froid. Au contraire, je n'aime pas les jugements français à notre égard car la France a fait trop de dégâts. D'ailleurs, je rappellerai que dans 3 jours, nous commémorerons, comme nous pourrons en tout cas, l'autre 75 ans. Absolument. 75 ans. Oui, absolument. Le 8 mai. Ouais. Le massacre constitutif, Guelma et Kherata. 45 000 exact. Et celui-là, on va pas en parler sur BFM. Hein. Oh non. Jamais de la vie. Non, évidemment. mais heureusement qu'il y a des associations et il y a des gens qui portent ces commémorations un peu partout maintenant dans plusieurs villes, quoi. Donc le travail. Est-ce qu'il va y avoir un truc à Orly d'ailleurs cette année? Bah, écoute, nous, on va pas pouvoir le faire. Non, c'est impossible, malheureusement. Mais tu vois, moi, je vois à Ivry, là, il va y avoir une commémoration de manière numérique. En fait, on va filmer, ça va être en vidéo. Je pense que ça vaut le coup quand même de faire passer le message, même si on peut pas le faire physiquement. Ça vaut le coup de quand même commémorer, d'enregistrer peut-être quelque chose et de le diffuser à la population, parce que je trouve que c'est important de marquer le coup et de rappeler l'histoire, c'est important. C'est vrai, je sais. Absolument. Bon, les amis, on va parler de Mantes-la-Jolie, revenir sur ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie dans un instant. Vous vous souvenez des images absolument hallucinantes, révoltantes de ces enfants agenouillés, hein, où là, on avait dit, c'était, qu'est-ce qu'il avait dit le flic? C'est ça, une bonne classe qui écoute, qui obéit, qui est sage, qui est bien sage. La vidéo à vos professeurs. Voilà. Eh bien, sachez qu'on va recevoir Ariel Halimi dans un instant, qui est l'avocat d'une quinzaine de lycéens, puisque un juge a décidé de relancer l'affaire. Est-ce que vous trouvez ça légitime? C'est la question qu'on vous pose sur le Grand Forum, sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous répondez oui ou non, et évidemment, on prendra la tendance de vos votes. Bah, peut-être même tout de suite d'ailleurs. Je ne sais pas si Philippe est prêt. Voilà, je le prends un peu au dépourvu. Non, absolument pas. Mais non, c'est pas grave. Ouais. Ça peut s'arranger. Ouais. Voilà. Ouais, toujours. Ouais. Non, attends. Donc, la question du jour que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Twitter, le Grand Forum FM2, vous répondez quoi? Oui, non, légitime n'est pas légitime. C'est good. Bon, allez-y, dites-moi, les amis. Légitime ou pas légitime. Hop là. Alors, j'ai rafraîchi la page. À la une du LGF, les lycéens de Mantes-la-Jolie, le juge d'instruction ouvre une enquête pour torture. Selon vous, est-ce légitime? On en parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a 67% de nos auditeurs et auditrices qui disent que c'est légitime. Vous nous direz ce que vous en pensez, Gamal, Sabrina et Rudy. Amis auditeurs, dites-moi si mon tweet il est maladroit ou pas. Voilà, je veux savoir. 01 40 33 9000 par Facebook. Aussi, Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2. Allez-y. Allez, faites ressortir ce que vous avez de plus nationaliste chez vous. Hein? Allez-y. Dites-nous que vous êtes des Algériens et Marocains aveugles, incapables de pouvoir critiquer parce que c'est l'Algérie, parce que c'est le Maroc.
C'est ça qui est énervant. Franchement, je vous le dis honnêtement, c'est ça qui est énervant. Vous n'avez pas de mal à critiquer le pays dans lequel vous vivez, qui s'appelle la France, toute l'année. Et vous avez raison, et à juste titre. Par contre, vous n'aimez pas qu'on critique un pays que vous ne connaissez même pas ou très peu. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, Christophe. C'est la vérité, mon cher Gamal. Non, je suis pas d'accord avec toi. Les jeunes d'aujourd'hui, je parle des jeunes, moi, je parle pas des plus anciens. Des jeunes. Non, je parle pas de ça. Non, les Algériens n'ont pas de mal à critiquer leur pouvoir, n'ont pas de mal à critiquer le pays, sont très, très critiques et même trop parfois. Le problème, c'est que certains nationalistes marocains, eux, on a l'impression que c'est le paradis sur terre au Maroc, il n'y a aucun problème. Or, il faut dire qu'il y a des problèmes qui se posent pour les régler. Si on dit tout est parfait chez nous, il n'y a rien à critiquer, mais il y a un problème. Moi, je pense qu'il faut être capable de critiquer aussi bien l'Algérie, le Maroc que la Tunisie. Et les pays qui le font le plus facilement, réellement, c'est les Algériens et les Tunisiens. Ils critiquent facilement leur pays, alors qu'on a vraiment l'impression que le Maroc est intouchable, aux yeux de certains, évidemment. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu as raison. Autant pour moi, tu as tout à fait raison. Mais je te parle de ça il y a encore 2-3 ans, enfin un peu plus même. Quand il y avait Bouteflika, tu sais, la marionnette au pouvoir, et ben, il était. Alors, c'était incroyable. Tu pouvais pas parler de l'Algérie. Et là aujourd'hui, c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus ouvert et que les gens sont beaucoup plus libérés. Allez, on se retrouve juste après la pub, les amis. 01 40 33 9 pile. On est bien, on est en forme. On est là tranquillement en ce combien 12e jour de Ramadan déjà. Ouais, on est habitué nous. Hein. On est au top. Hein. Franchement, on est bien. À tout de suite. Quoi? À tout de suite, pourquoi? Il se passe quoi? La pub, mon vieux. Ah ouais, quoi. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est en forme. Comment ça va, ma Sabrina? Bah, ça va. Écoute, je suis toujours là. Je vous écoute. C'est passionnant aujourd'hui, les sujets, donc, nationalisme, objectivité, police. C'est, donc, voilà. Police. Comme quoi. Police. Ah, bah, très important quand même, parce qu'on peut pas dire en ce moment qu'ils se soient démarqués. Enfin, si, au contraire, ils se sont bien démarqués par l'actualité. Et du coup, je trouve que c'est très important justement de réaborder ce sujet parce que les images, elles avaient été extrêmement choquantes à l'époque. 01 40. Oui, vas-y, Sabrina, pardon. Non, j'allais dire, et malheureusement, comme souvent, les affaires sont très très vite oubliées. Ah oui, très 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 vite, très vite, absolument. Gamal Abina est de la partie aussi, Philippe Pouriaki, Rudy Kazi. Alors, il était content, François Durper, Rudy, hein? Ouais, oui, il était content. Il était vraiment ravi d'avoir pu participer à l'émission. J'espère qu'on pourra le faire revenir un autre jour, peut-être sur un autre sujet ou peut-être sur un autre livre, parce qu'il y a vraiment matière à développer on va dire, des sujets et des thématiques très intéressantes avec lui, en fait. Et on recevra un autre François la semaine prochaine, François Burga. Vous connaissez, les amis? Ah, bien sûr. Voilà, on va parler un peu justement de l'actualité, des banlieues, du confinement, des confinements, tout ça. On a de grosses surprises, les amis, à vous offrir parce que je vous cache pas que le Grand Forum commence à bien marcher, hein, n'en déplaise à certains, y compris à l'intérieur. Ça marche bien et forcément, ça dérange un petit peu. Quand ça marche bien aussi et que ça dérange, il y a des gens qui veulent quand même venir parler parce que il y a un certain écho qui peuvent s'en dégager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tant mieux. Et on est preneur, on accepte tout le monde. Enfin, sauf ceux qu'on n'a pas envie, comme Ami Chériette. Voilà. Et donc, allez-y, il n'y a pas de problème. Tout le monde est bienvenu dans cette émission. Dès l'instant que, voilà, il y a un respect mutuel, tout va bien, je veux dire, pas de problème. On peut même recevoir Monsieur Philippot s'il est sympa. S'il nous insulte pas, moi. Je le reçois, Philippot. Hein, Gamal, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je reçois tout le monde. Je vais qu'à pas le mec, ça. À l'extrême droite, à l'extrême gauche, c'est des politiques. Tant qu'ils sont pas condamnés, ça va, quoi. Ouais, voilà. On a tellement voulu les exclure de la vie politique qu'ils sont quasiment maintenant le premier parti de France. Donc, à un moment, il faut aussi montrer ce qu'ils sont réellement. C'est vrai, tu as raison. Il faut surtout déconstruire. Il faut être capable d'échanger, de déconstruire pour les déstructurer mentalement. Parce qu'une fois que vous avez bousculé leur champ de réflexion, l'électeur, lui, il est atteint. Parce que eux, c'est que des objets politiques qui servent à rien. 01 40 33 9000, ça c'est le numéro de téléphone pour nous adresser tous vos commentaires. Allez-y, hein. Mais si vous voulez, mais on s'en prendra à moi, il n'y a pas de problème. Faites-vous plaisir, les amis. Vous avez la possibilité de le faire. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on vous l'offre. Hein. Sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. Juste préviens, s'il y a de l'insulte, ça dégage direct. On bloque. J'ai demandé à Philippe et à tous ceux qui surveillent un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. Dès lors qu'il y a de l'insulte, donc il n'y a plus de débat. Donc s'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de personne. Donc on envoie balader direct. Donc allez-y, faites-vous plaisir. On fait ça en échange. Moi, je suis pas à l'abri de changer d'avis. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Dès l'instant qu'on arrive à me convaincre, il n'y a pas de problème. Voilà, 01 40. Je sais qu'on aura un auditeur dans un instant. Je sais pas où on est la pub. Mais on a notre ami Philippe. Ari Alimi aussi qui sera avec nous dans un instant. Il est avocat. On va revenir sur ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, les amis,
C'est vraiment des images qui font honte à la République, hein, on peut le dire. Et pourtant, on se souvient ce qu'avait dit Ségolène Royal. Tu te rappelles, Gamal? Elle avait dit, très bien. ça va pas leur faire Ça de leur fera mal. un bon souvenir. Bon. Non, ça leur fera un bon souvenir. Voilà. C'est la fille du militaire c'est la fille du militaire de droite qui parle. Faut jamais l'oublier. À mon avis, elle aurait peut-être pas aimé si les enfants de Ségolène Royal à Henri IV avaient eu le même traitement. Ça aurait peut-être pas été le même souvenir, je pense. Ouais. Rudy, t'es d'accord? Sur quoi? Sur ce qu'elle a dit, Ségolène Royal ou Non, mais sur ce que vient de dire Gamal, sur le fait que voilà, Ségolène Royal a dit ça parce que ça concerne un lycée de Mantes-la-Jolie. Si ça avait été un lycée de Henri IV où il y avait ses enfants à l'intérieur, je sais pas si elle aurait dit ça. Ouais, bah de toute façon, c'est pas le genre de scène qu'on va voir se produire dans le lycée Henri IV ou dans les lycées et collèges. C'est ce que j'allais dire, ça serait jamais arrivé à Henri IV. Le Collège de France notamment, alors que pourtant il y a une culture, je dirais, à la manifestation, à la culture, je dirais même limite insurrectionnelle, parce que voilà, il y a des grands idéaux de mai 68 ou autres qui font que, en général, c'est les lycées, universités parisiennes qui s'embrasent en première, quoique à Nanterre aussi, ils font partie des universités les plus chaudes. Oui. Mais oui, là, le problème, c'est qu'on a confondu une manifestation avec une émeute. Même si c'est vrai qu'il y avait des casseurs au milieu de cette manifestation, bah, en fait, on a mis tout le monde dans le même sac sans discerner le blé de l'ivraie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, qui est dommageable. C'est-à-dire que lorsqu'on a une population de jeunes de banlieue, très souvent, on ne fait pas de cas par cas. On ne fait pas cas, en fait, des jeunes qui, même si, parce que c'est ça, il y a la typologie, genre je m'habille casquette, basket, survêt. Donc, du coup, tout de suite, je suis assimilé un jeune délinquant ou un jeune casseur, alors que parmi ces jeunes, c'est juste des codes vestimentaires. Il y en a qui travaillent bien à l'école, il y en a qui ne sont pas des délinquants, surtout qu'à 13 ans, on n'a pas forcément basculé tous dans la délinquance. Quand on a grandi dans un quartier, moi j'ai grandi dans un quartier, je connaissais des gens, c'était vraiment des choses, c'était des racailles, comme on disait, et moi j'étais pas forcément une racaille, malgré tout, j'ai connu des mauvais passages, et bon voilà, je m'en suis sorti. Donc tu vois, cette façon de toujours en fait amalgamer les quartiers, les jeunes de quartier, ça conduit à ce genre de choses, parce qu'en fait on est dans une discrimination territoriale, une discrimination ethnique. Tu parles avec des handicaps, quoi. Ouais, voilà, c'est clair, il y a un handicap qui est là, et c'est toujours cet examen de conscience que la police ne fait pas pour débarrasser en son sein de ces personnes qui portent en fait des idées discriminatoires, des idées racistes, etc. Ils font pas cet examen de conscience, ils veulent pas séparer le blé de l'ivraie, comme je disais tout à l'heure, et donc on aura sans cesse en fait ce genre de situation parce qu'on ne punit pas ces personnes et on n'invite pas aussi ces gens à voir les choses différemment, à instaurer du dialogue, à se rendre compte que ce sont des jeunes comme n'importe qui aimeraient avoir des chances de parce que ça sert les politiques, bon voilà, insécurité, etc. Et à aucun moment, on se dit, mais en fait, peut-être qu'il faut qu'on fasse France commune autour de ces thématiques-là, au lieu, en fait, d'incriminer toujours des jeunes pour des crimes qu'ils n'ont pas fait ou qui n'ont pas encore fait. Fait. Donc, voilà. Après, quand ça casse, effectivement, il faut punir, il faut sévir, etc. Évidemment. Moi, je me rappelle quand je faisais des bêtises, mon grand-père qui m'a élevé, c'était le premier à me rentrer dedans. Donc, voilà. Tu faisais des bêtises, toi, Rudy? Ouais, j'ai fait 2-3 bêtises dans ma jeunesse. Un braquage. Heureusement, moi, j'étais pas le pire. Au quartier, j'étais pas le pire. Et heureusement pour moi, parce que plus loin tu vas, plus c'est dur d'aller te chercher là où tu risques de t'enferrer. Mais bon, voilà, après, ça crée quand même des stigmates parfois et tu vois quand même qu'il y a des difficultés de la vie. Il y a des expériences, c'est des handicaps. Bon, après, quand tu finis par les passer, tu as une expérience aussi à pouvoir raconter aux jeunes pour pas qu'ils suivent les mauvais. Qu'est-ce qui se passe avec Rudy? Je crois que c'est le serveur Internet qui l'a censuré. On lui a dit, Rudy, il fait plus court, il veut pas. Heureusement que Maître Alimi est arrivé, mais Christophe Dias Height, il dit Christophe Fro, donc c'est toi visiblement. Tu es trop, pas mal. Fro, tu es trop pro-algérien. Oh, il est beau celui-là, faut le garder. Pro, c'est fort. Je ne réponds même pas. Mais... Voilà. Si vous avez envie de vous amuser et de vous réconforter avec votre petite, ça m'intéresse pas. Moi, je suis ni pro-algérien ni pro-marocain. C'est pas parce que certains vont dire effectivement il est marié avec une Algérienne. C'est pas parce que je suis marié avec une Algérienne que je vais tout de suite devenir aveugle. Je le suis déjà moi, aveugle. Non, contrairement à vous, moi je le suis. Non, attendez, je le suis réellement moi aveugle.
J'ai pas besoin de m'aveugler le cerveau davantage avec vos conneries d'appartenance à un pays ou je ne sais quoi. Moi, j'en ai rien à fiche, moi. Je critique tout le monde. Algérien, Marocain, Tunisien, tu fais une connerie, eh ben, si ça me plaît pas, je te critique. Si tu fais des choses bien, je te le dis. La France, pareil. Les États-Unis, pareil. Tous les pays, c'est pareil. Faut arrêter de s'enfermer dans des cases. Sommes des terriens. Essayons plutôt, et là, je pense que les écolos vont me rejoindre, essayons plutôt de faire en sorte et d'unir nos forces pour faire en sorte que cette planète soit plus vivable pour tous et qu'il y ait moins d'inégalités sur cette planète, au lieu de vos conneries de nationalisme, pas la con, pardon, mais moi, ça me saoule. Voilà, je vous dis honnêtement. 01 40 33 9000, évidemment. On a le droit de péter les câbles de temps en temps, Kamal, ou quoi? Bien sûr, ça fait du bien, surtout pendant le ramadan. Mais calme sur les verbes. Calme sur le verbe, mon ami. Calme sur le verbe. Non, mais sinon, c'est ridicule. Tu sais, quand ça fait des années que tu entends la même chose. Ah oui, c'est ridicule. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Allez tout de suite du côté du standard avant d'accueillir notre invité Ariel Halimi qui est avec nous dans un instant. Il est l'avocat d'une quinzaine de lycéens du côté de Mantes-la-Jolie. On va en reparler parce que l'enquête a de nouveau connu du nouveau dans cette affaire qui remonte à décembre 2018 si je ne m'abuse. On en reparlera dans un instant. Pour l'instant, auditeur. Alors, on me dit que c'est Karim qui nous appelle du 92 d'origine algérienne. J'ai jamais demandé les origines des auditeurs, moi. Salut Karim. Karim. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Qu'est-ce qui se passe, mon Karim? Bah voilà, donc moi j'appelle par rapport au nationalisme. Donc moi je suis d'origine algérienne, donc je l'ai pas dit dans le but de dire fièrement mes origines parce qu'on m'a demandé, tout simplement. Donc moi je suis fier de mes origines bien sûr. Je suis le premier à brandir le drapeau algérien quand il y a une victoire de l'Algérie, sans y aller dans l'excès bien sûr, en étant fier de... Non, ça on vous reconnaît bien les Algériens, c'est jamais dans l'excès. Jamais. Non, tout à fait, hein. Moi j'ai certainement fait ça depuis déjà les années 90, j'étais comme ça. Bon, moi, c'est parce qu'on n'a pas la même définition de l'excès. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est comme pour le sucre. Tout à fait. Ah, c'est comme le Selecto le soir. Voilà, je bois le Selecto, je mange ma... Ah bah oui, non mais ça j'imagine. Comme tout bon Algérien. Voilà quoi. Mais quand il s'agit de critiquer l'Algérie, je suis également premier à critiquer l'Algérie, bon, que ce soit niveau gouvernement, que ce soit au niveau de la mentalité, que ce soit au niveau de beaucoup de choses. Mais voilà, je suis pas dans l'excès, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Bah, très bien mon Karim, bravo. Merci à toi en tout cas, merci de ton appel. Je suis né en France. Ouais. Je respecte les deux pays, les deux drapeaux, les deux nations. Et comme je respecte aussi bien les Marocains, Tunisiens, Portugais qui eux-mêmes revendiquent leurs couleurs et tout, bon voilà. Ils ont tous, chacun sa part de fierté. Mais le problème, c'est que vous avez chez les gens, dans le peuple du Maroc ou d'Algérie, ils veulent essayer de faire d'un problème politique, d'un problème entre les peuples. Or, il n'y a aucun problème entre les peuples. Les peuples sont frères, je veux dire. Algériens et Marocains, il n'y a plus rien à prouver. Les peuples sont frères, ils sont mariés entre eux. Parfois, ils sont de la même famille. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il y a beaucoup de ressemblances, surtout. Alors, pourquoi aller sur le terrain qui vous dépasse et pour lequel vous comprenez rien, qui est la politique? Restez plutôt sur la fraternité. Continuez là-dessus. Je veux dire, il y a tout à vendre. Il y a tout est bon là-dedans. Algérien, Marocain, vous avez rien qui vous différencie finalement. Donc pourquoi aller chercher des différences quand il y en a pas? Voilà. Bon, Gamal Abina, Rudy Kazi, Sabrina Sebaï, on accueille Ariel Halimi, avocat que vous connaissez tous, bien entendu. Bonjour monsieur Ariel Halimi, bonjour maître. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Pas trop compliqué? Très très bien. Non, on est bien. On est en pleine forme, comme vous avez pu le remarquer. Monsieur Halimi, on va revenir sur ce qui s'est passé il y a un an et demi maintenant, en décembre 2018, à Mantes-la-Jolie. On se souvient, c'était un moment où il y avait effectivement quelques violences dans les écoles, dans les histoires. Pas violences, mais des révoltes. Et l'arrestation de plus d'une centaine de lycéens à Mantes-la-Jolie. Voici les images que je vous propose de revoir pour ceux éventuellement qui auraient oublié, des images qui font honte à la République.
Bien. Oui, Philippe. Oui. Tu étais plus réactif hier. On y va. Voilà une classe qui se tient sage. Voilà, l'image qui avait choqué, évidemment, qui avait fait le tour du monde, on peut le dire. Et on était la risée ce jour-là. La France, la risée de beaucoup de pays à travers le monde. Maître, quand vous revoyez ces images, aujourd'hui, le fait qu'un juge décide de reprendre cette affaire, ça vous évoque quoi? Quelle est un petit peu la situation pour nous dire un petit peu de l'affaire en cours? En fait, ça fait un petit moment que cette affaire aurait dû se poursuivre en instruction, pour tout dire. On avait déposé il y a eu un classement sans suite par le procureur de la République de Nanterre, Oui. il y a pratiquement un an. Et donc, on avait déposé une plainte avec constitution de partie civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le procureur n'est pas d'accord pour poursuivre, on peut, nous, aller devant un juge d'instruction, qui est un juge indépendant, pour lui demander de faire des investigations plus poussées et éventuellement de poursuivre les fonctionnaires de police impliqués. Sauf que ça fait à peu près un an qu'on attend l'ouverture de cette instruction, alors qu'elle aurait dû s'ouvrir immédiatement depuis le mois de mai 2019. Autant vous dire qu'il y a eu beaucoup de péripéties et beaucoup d'obstacles judiciaires avant que cette instruction ne s'ouvre. Aujourd'hui, il y a bien un juge d'instruction qui est enfin désigné. Il est désigné dans le cadre d'une plainte qu'on a déposée qui vise plusieurs infractions. Donc, nous, ce que l'on dit à la justice, c'est que ces enfants, notamment celui qui a déposé plainte, là, ont été victimes de violences volontaires avec armes par des policiers en réunion, et qu'en plus, il y a une circonstance aggravante du fait de leur minorité, parce qu'ils sont mineurs. Ils sont également victimes de violations de liberté individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a retenus à un moment donné, on les a empêchés d'aller et venir hors de tout cadre procédural. Donc, c'est une forme de séquestration. Ils sont également victimes de captation de vidéos alors qu'ils sont menottés ou mis en cause dans une procédure pénale. C'est aussi une infraction. Et enfin, ils sont victimes, c'est la dernière infraction, d'actes de torture. Parce que à partir du moment où on considère que ce sont des enfants, donc ils n'ont pas la même sensibilité que des adultes, qu'on les a laissés dans le froid, à genoux, sur du gravillon, pendant plusieurs heures, les mains sur la tête ou les mains menottées, et qu'après on les a balancés dans une cellule en les insultant et en commettant des insultes à caractère racial, oui, on peut considérer que ça constitue une torture, pas uniquement psychologique, mais également physique. Mais qui est accusé, maître? C'est la police? C'est l'État? C'est qui? C'est la police, ce sont les fonctionnaires de police qui se sont prêtés. Donc l'État aussi, alors, parce que la police, c'est l'État. Alors, la police, c'est l'État, mais quand on attaque l'État, on va devant le tribunal administratif. C'est une juridiction administrative, on attaque l'État. Quand on est devant le juge pénal et qu'on demande des sanctions pénales, c'est-à-dire éventuellement de la prison, ce sont ceux qui ont commis cela, les agents de l'État qui sont visés. Donc, pour l'instant, c'est une plainte contre X, parce qu'on n'a pas forcément les noms de ces personnes. En revanche, ce sont bien eux, à titre personnel, en tant que policiers, qui sont visés dans le cadre de cette infraction. D'accord. Donc aujourd'hui, pour torture, on l'a bien compris. Maître Ariel Halimi, j'ai l'impression que vous êtes l'avocat. À en croire d'ailleurs quelques commentaires, vous êtes fait quelques copains, hein, Linda Kebab, quelques syndicats de police. Vous êtes l'avocat devenu anti-police aujourd'hui. Bah, ça, c'est leur discours. Moi, j'ai jamais été anti-police. Je suis pour une police républicaine. On est dans un état de droit. Je fais partie de la Ligue des droits de l'homme. Et j'aspire simplement à ce que la police se comporte normalement selon les règles de la République. J'aspire à ce que la police ne commette pas d'actes discriminatoires en raison de l'appartenance véritable ou supposée à une religion ou à une origine ethnique ou à une couleur de peau. J'aspire à ce que la police ne commette pas de violences policières illégitimes sur des personnes au moment d'interpellation. Bon, j'aspire simplement à ce que la loi soit respectée, y compris par les policiers. Mais je ne suis pas du tout anti-police, ça ne veut rien dire pour moi. D'accord. Kamal Abina, tu connais maître Ariel Halimi? Oui, bien sûr. Voilà, déjà, je vous félicite pour le courage de poursuivre ces fonctionnaires de police, parce qu'on sait qu'en règle générale,
ça n'aboutit pas ou ça va juste dans des condamnations de pure forme. Hein. Ils ne font jamais de ferme, c'est très rare. En revanche, je voulais donner le contexte un petit peu parce que bon, le policier qui parlait tout à l'heure, il aurait mérité de rester un peu plus longtemps à l'école quand il dit que la salle va, que la salle va se tenir sage. C'est sagement, hein, la phrase complète. Mais au-delà de la blague, il faut se rappeler du contexte quand même dans lequel ça s'est produit. On était en pleine bagarre avec les Gilets jaunes. Il y avait de multiples tentatives de détourner l'attention sur les banlieues. Donc l'instrumentalisation de cet événement n'est pas anodin. Et je pense que en substance, il faudrait peut-être, enfin je sais pas, moi je connais pas, je suis pas un spécialiste de droit évidemment, mais je fais un petit peu de droit, mais pas au point d'être avocat. Juste savoir si le qualificatif par rapport à, enfin l'intention plutôt de ces policiers ne doit pas être interrogé. Pour quelles raisons ils ont eu de tels débordements? Ça a été filmé par eux d'ailleurs. Et quelle était l'intention in fine? Parce que finalement, qui donne les ordres? Pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est mis en scène? Pourquoi c'est diffusé? Toutes ces questions peuvent être posées, hein, indépendamment du caractère raciste, de la violence et tout le reste. Hein. Donc c'est ce qui m'intéresse particulièrement, savoir est-ce que vous avez pensé à cette démarche-là et est-ce qu'il est possible évidemment de la soulever en justice? Alors, l'intention, c'est toujours une question qu'on se pose en droit pénal. Parce que pour qu'une personne soit poursuivie et condamnée, y compris un policier, pour les faits qu'on vient de dire, hein, violation de liberté individuelle, torture, violence, il faut forcément qu'il y ait un acte intentionnel. Ça veut dire que la personne ait voulu commettre ces actes, de manière générale. Donc, on va se poser la question de savoir s'ils l'ont commis, déjà, et s'ils ont voulu le commettre. Ça, c'est la première chose. Mais la question que vous posez, elle n'est pas forcément uniquement juridique. La question que vous posez, c'est de savoir pourquoi est-ce que des personnes comme ça en sont venues à commettre des actes sur des gamins de la République qui sont devant leur lycée ou qui attendent pour entrer au lycée ou voire au collège, parce qu'il y avait un gamin de 13 ans qui était au collège. Qu'est-ce qui fait que des policiers républicains se mettent à prendre 152 enfants, à les mettre à genoux et à leur demander de mettre leurs mains sur la tête et à commencer à les insulter ou à les humilier? C'est une vraie question. Et puis, pour répondre à cette question, il faut se demander si ils en auraient fait de même si ça n'avait pas été à Mantes-la-Jolie, si ça avait été dans un quartier, devant un lycée du 16e arrondissement, par exemple. Et je pense que c'est là qu'on commence à avoir la réponse. Non, ça n'arrive jamais dans les quartiers du 16e arrondissement, dans les quartiers bourgeois, dans les quartiers blancs, dans les quartiers où il n'y a pas une majorité de population qui sont issues de l'immigration, qui sont noirs, qui sont arabes. Donc, il y a un moment où il faut qu'effectivement, on doit se poser la question du racisme systémique au sein de la police. Cette question, elle est revenue récemment dans l'actualité avec ce qui s'est passé dans une autre affaire dont je m'occupe également, l'affaire de l'île Saint-Denis. Hein, récemment. Ah oui, absolument. Honteuse. Bien évidemment, quand on rappelle, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. C'est un monsieur qui, voulant échapper à un contrôle de police, je parle sous votre contrôle, maître, a plongé, donc à plonger dans l'eau. Et on dit un bico, ça sait pas nager, on aurait dû l'attacher. Enfin, on a vu les images à plusieurs reprises. C'est honteux. En plus, sachant que sur ce terrain, il y avait un commissaire qui avait déjà été condamné à l'époque en 2008 pour violence. Il avait été suspendu un temps, puis réintégré. Donc aujourd'hui, les mecs sont suspendus pour violence, ils commettent des actes. On se contente même plus des mutés, on les laisse là et puis ils recommencent, je veux dire, quelques années plus tard. C'est catastrophique, quoi. Pour moi, je suis toujours pour qu'on respecte la présomption d'innocence et qu'on se positionne pas individuellement par rapport à quelqu'un. Ce commissaire, je ne sais pas, on verra. Mais il a été condamné en 2008, visiblement. Oui, mais on ne sait pas à quel point ou s'il est véritablement impliqué dans cette affaire. Je préfère ne pas me prononcer. Je suis pour la présomption d'innocence. De la même manière que je demande de la part des policiers une rigueur républicaine quant au respect des règles de droit, je considère qu'il faut que nous aussi, on respecte la présomption d'innocence qui est une valeur fondamentale. Mais quand vous rappelez cette affaire, effectivement, elle est dramatique parce qu'elle met en exergue quelque chose qui devient beaucoup trop courant et qu'on entend d'ailleurs dans les réseaux sociaux de la part de plus en plus de policiers ou de syndicats de police qui commencent à s'exprimer et qui ont une forme de mépris ou de haine pour les gens des quartiers populaires, voire une forme de mépris pour les personnes qui sont issues de l'immigration. Et effectivement, on peut tenter de commencer à donner une réponse sur ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, parce qu'en plus, on a une véritable posture coloniale à Mantes-la-Jolie. Des gamins à genoux, les mains sur la tête, ça rappelle les images de l'Algérie, absolument.
Ça correspond à un imaginaire, bien sûr. Je pense qu'on est dans le refoulé colonial et on est dans le refoulé de la guerre d'Algérie, clairement, là, aujourd'hui, qui ne nous a pas quittés parce qu'elle n'a jamais été véritablement purgée, ni dans l'histoire de France et pas non plus dans l'histoire d'Algérie. Hein. Il y a un vrai, il y a une vraie archivage et un vrai travail historique sur la guerre d'Algérie à faire pour qu'enfin on puisse digérer cette période qui n'a pas été totalement des digérée. deux côtés d'ailleurs. Voilà, des deux côtés. Et je pense qu'aujourd'hui, on a encore des conséquences de cette non-digestion de la guerre d'Algérie. Et donc, aujourd'hui, on a malheureusement de plus en plus d'actes racistes, y compris dans la police. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer éventuellement ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Mais je vais vous dire, je vais même aller plus loin. Je vais peut-être choquer quelques oreilles, mais je crois que le traitement… Allez-y, dans le grand forum, on peut, tranquille. Le traitement judiciaire qui a été réservé à ces enfants-là, c'est-à-dire que quand on a une enquête avec une vidéo qui fait le tour du monde, qui choque le monde entier, pas uniquement les Français, hein, mais qui choque le monde entier, et qu'on a un procureur qui se contente de faire, après qu'on lui ait un petit peu contraint, hein, en déposant une plainte, qui se contente de faire 3 auditions sur les 152 lycéens et qui classe ensuite, sans même interroger les fonctionnaires de police, on peut se demander si la justice elle-même n'a pas la même problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on attend 1 an pour qu'il y ait une ouverture d'instruction pour des faits aussi graves, là aussi, on peut se demander si la justice n'est pas atteinte des mêmes problématiques que celles qu'on vient d'évoquer. Ça rappelle les pouvoirs spéciaux conférés à l'armée en Algérie. Je veux dire, les images qu'on a vues avec les enfants à genoux, je suis désolé, je les ai vues dans des films documentaires de la guerre d'Algérie. On voit exactement les mêmes images, des fêlards qui ont les mains sur la tête, agenouillés, humiliés, évidemment, insultés, cela va de soi. Et la question aussi que je voulais soulever sur la question de la Seine, le fameux jeune qui s'est jeté dans la Seine, au risque de se noyer, je le rappelle, on entend des propos policiers qu'on n'avait pas entendus depuis longtemps, le fameux Bico, Bougnoul, ces trucs-là, ça revient. Mais surtout, on se rappelle qu'en 61, on a eu 300 Algériens jetés dans les mêmes conditions dans la Seine. La question qui leur a été posée, 17 octobre 61, on leur posait la même question. Est-ce que tu sais nager? S'il répondait oui, on lui attachait les mains et les pieds. S'il répondait non, on le jetait dans la Seine. Et ben, c'est les mêmes paroles qui ont été reproduites là, pas à savoir est-ce qu'il sait nager, mais on aurait dû le lester. Donc, c'est pour ça que je vous ai posé la question, et n'était pas anodine, vous l'avez bien comprise. C'est une question politique. C'est-à-dire que la question du traitement des quartiers est une question politique qui renvoie malheureusement à l'inconscient colonial. Maître Halimi. Ah. Maître, vous entendez? Voilà, petite coupure. Oui, je vous entends à nouveau. Bon, très bien. Alors, Gamal a précisé juste sa question en rappelant évidemment ces images qui font référence à ce qui s'était passé par rapport à l'Insani, ce qui s'était passé le 17 octobre 61, où lorsqu'on attrapait les Algériens à Paris, on leur demandait s'ils savaient nager. S'ils répondaient oui, on leur attachait les mains et les pieds. S'ils répondaient non, on les jetait complètement à la Seine. Et il y en a eu 300 à peu près qui ont été jetés comme ça le 17 octobre 61 sous les ordres d'un certain Papon. Donc c'est vrai, ce qui s'est passé à l'île Saint-Denis, ça rappelle étrangement ce qui s'est passé durant cette période-là en France, à Paris, en plein Paris. Maître, dites-moi, Sabrina Sebaï, peut-être une question à Maître Halimi, qui est avec nous aujourd'hui dans le Grand Forum. Merci Maître en tout cas d'être avec nous. Oui, merci. C'est vrai qu'il y a quelques petits soucis de connexion, donc j'étais un peu déconnectée, je suis revenue. Non, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que j'ai aussi le sentiment, alors je sais pas si vous l'avez évoqué ou pas, que finalement, on a plutôt le sentiment que ce qui se passe dans les quartiers et en banlieue, finalement, ça choque moins. En tout cas, le traitement qu'on en fait est beaucoup plus simpliste, alors que tout à l'heure, on a évoqué la question du lycée Henri IV. C'est des choses qui ne se seraient jamais produites dans un lycée parisien de ce niveau-là et de ce standing-là. Et finalement, on a plutôt mais d'ailleurs comme sur les violences policières de manière générale, c'est-à-dire qu'on part du principe que comme on habite en banlieue ou que comme peut-être on a un pédigré et un casier judiciaire, finalement le fait d'être maltraité par la police deviendrait une normalité. Et du coup, c'est surtout ça en fait qui est extrêmement, enfin moi que je trouve extrêmement choquant, du fait que finalement on ne serait plus des citoyens égaux, mais que de par notre situation géographique ou de par nos origines ou de par plein de critères, on aurait moins de droits ou en tout cas moins de droits que d'autres, et on aurait du coup ce sentiment que la police nous traite de manière extrêmement différente et qu'en plus derrière la justice considère ça limite, c'est limite de la normalité quoi, dans le traitement qu'on en fait. Maître. Oui, je suis revenu et comme ça je vais pouvoir répondre. Je suis d'accord bien évidemment avec Sabrina, mais pour répondre à la question de l'analogie avec ce qui s'est passé en 61.
vous évoquiez le chiffre de 300 Algériens jetés à la Seine. Moi, je ne sais pas combien il y en a eu. Et c'est un vrai problème, en fait. C'est que cette période, elle a été complètement mise sous le tapis. On ne sait pas véritablement combien de personnes sont mortes ce jour-là. On ne sait pas. Et c'est un vrai drame. C'est effectivement ces périodes où la France accepte qu'on puisse tuer un grand nombre de personnes simplement du fait de leur appartenance soit nationale, soit ethnique, sur le territoire en les jetant dans la Seine. Mais vous savez, il n'y a pas eu que… Il y a eu aussi Charonne. Il ne faut pas l'oublier. Absolument. Il y a eu sur des grilles d'un métro. Là aussi. Et puis, alors, c'est pas la police, mais moi, ça m'a fait penser à un autre élément, un autre événement historique dramatique, c'est la mort de Brahim Bouharam. Oui, en 1995, dont c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Qui avait été jeté dans la Seine par des membres du Front National. Et effectivement, on peut commencer à se demander si, et quand on voit d'ailleurs les chiffres du vote pour le Rassemblement national dans la police, on peut se demander s'il n'y a pas une véritable analogie à faire là-dedans, parce que… Alors, bougez pas, maître. Je vous interromps 2 secondes pour lancer la pub à la radio. On reste en live sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. La pub donc, et on est de retour très vite sur France Maghreb 2 dans Le Grand Forum avec maître Ariel Halimi qui est avec nous sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Intéressant, maître, sur ce que vous nous dites concernant la police. Et il y a eu beaucoup de choses. Moi, j'ai lu des choses. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est vrai ou pas, selon les articles. Il y aurait eu entre 50% de la police qui serait sympathisant des idées du Front National. Est-ce que c'est vrai, ça? Parce que si c'est vrai, c'est très inquiétant, maître. Alors, ça résulte de 2 enquêtes. Ouais. Une enquête de 2017, juste avant… donc c'est en 2017, il y avait une enquête IFOP et une enquête CEVIPOF. Ces enquêtes, elles ont été faites sur à la fois un panel de gendarmerie et de police nationale. Et elles ont été faites sur les bureaux notamment de militaires, puisqu'on sait que dans certaines villes, il y a une caserne. Ouais. On va voir ce bureau et on voit les résultats du vote Front National ou Rassemblement National à un moment donné pour voir en fait et avoir une idée du vote militaire, parce que le vote militaire est beaucoup plus représenté dans les bureaux qui correspondent à la caserne. Et effectivement, ce qu'on a pu voir, c'est d'abord des chiffres pas forcément de 50% dans l'enquête IFOP, mais de 44% militaires et policiers confondus en sortie de bureau. Hein. Et puis effectivement une enquête CEVIPOF qui va un peu plus loin et qui parle de plus de 50%. Donc, bien évidemment, toutes ces enquêtes sont à prendre avec des pincettes. Mais globalement, ça donne une idée quand même de la couleur majoritaire, ou en tout cas tendancielle, du vote au sein des effectifs de la police nationale et de la gendarmerie. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que quand on compare avec toutes les autres couleurs politiques, c'est bien évidemment le vote FN qui semble au Rassemblement national bien majoritaire, avec les idées qu'il emporte, avec les idées sur l'immigration, sur l'immigré, sur le grand remplacement. On sait que c'est une théorie portée par Marion Maréchal Le Pen et Marion Maréchal Le Pen. Quand on voit qu'à la Convention des droites, elle a évoqué le grand remplacement, ce sont des théories qui ont conduit à des attentats terroristes, Christchurch notamment. Donc, c'est vrai que on fait le lien entre tout ça, on peut être inquiet. On peut être inquiet. Heureusement, nous sommes dans une démocratie aujourd'hui. Hein. Bien évidemment, nous sommes dans un état de droit. Il y a des garanties pour les citoyens, notamment pour les citoyens qui ont une appartenance. Ouais, mais, pardon, maître, mais quand vous dites ça, moi, je l'entends. Moi, à mon niveau, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui est victime régulièrement de violences policières, quand vous lui dites ça résonne plus, parce que le problème, c'est que ces policiers s'en sortent toujours bien. Il n'y a jamais une enquête qui va au bout ou un policier, c'est très très rare, pour dire jamais, un policier qui est condamné. Donc, quand vous dites ça à un jeune des quartiers populaires, excusez-moi, vous lui vendez du rêve. Alors, je vends rien du tout, moi. Hein. Non, mais quand je dis ça, c'est pas vous, maître. Mais ce genre de discours, je veux dire. Voilà. Alors, d'abord, je dis pas ça. Je dis pas que ça aboutit. Je dis qu'il faut mener un combat, comme tous les combats qu'on a menés par le passé.
Et ce combat, il avance. Je vous rappelle, par exemple, vous parliez des contrôles au faciès à l'instant. Oui. Je vous rappelle que l'État français a été condamné définitivement d'ailleurs, avec un arrêt de la Cour de cassation symbolique sur le caractère discriminatoire de certains contrôles. Là, la justice française a reconnu que l'État, et là c'est l'État, pour le coup, c'est pas telle ou telle personne, avait une pratique discriminatoire dans les contrôles d'identité systématique en raison du faciès ou de l'appartenance ethnique ou d'origine. Oui. C'est une avancée. Bien évidemment, on part de très loin et on peut se dire, en théorie, on vit dans un état de droit, ça devrait aller de soi. Ça va pas de soi. Donc maintenant, les combats, ils doivent être menés. Le combat sur les violences policières, il est mené depuis un certain temps. Ça fait effectivement, vous avez raison, la plupart des procédures pénales qui concernent les violences policières n'aboutissent pas. Soit un classement sans suite, soit à la marge, une poursuite avec une condamnation avec sursis. Alors, je vous dis tout de suite, moi, je suis pas pour la prison ferme. Je suis pas pour le carcéral. Donc, la simple condamnation pénale en soi me suffit à considérer qu'il y a une avancée dans le cadre de la prise en considération des violences policières. Écarter cette personne qui n'a rien à faire dans la police, tout simplement. C'est aussi une chose qui devrait être faite et qui ne l'est pas. Par exemple, si vous prenez la période des Gilets jaunes, vous n'avez pas eu la moindre sanction ou suspension disciplinaire pour la multitude de violences policières qui ont été commises. Exact, on est d'accord. Rien. Mais en revanche, aujourd'hui, je peux vous dire, j'en gère beaucoup. Vous avez énormément de procédures pour violences policières qui sont menées, qui sont actuellement en cours devant les juges d'instruction, des juges indépendants, et qui aboutiront. On va voir, et c'est peut-être là qu'il va y avoir un retournement, une prise de conscience véritable de l'opinion publique et Pardon, maître. Ouais. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Oui, donc je vous disais que c'est à ce moment-là, à mon avis, quand on va voir la quantité importante de poursuites contre des fonctionnaires de police ou de la gendarmerie, dans pas très longtemps, dans un an et demi, c'est pas grand-chose. C'est un temps long pour nous, mais c'est un temps court pour la justice. Eh bien, on va voir peut-être un basculement dans l'opinion publique sur la problématique des violences policières et peut-être aussi sur la problématique des violences policières à caractère raciste. Alors, vous contentez pas de défendre que les gens qui ont des problèmes de violences policières. Vous aussi défendez quelqu'un qui est là pour informer, notamment Taha Bouabs. Alors, on peut dire que lui, la police, c'est une grande histoire d'amour. Oui, il a un engagement depuis très longtemps contre les violences policières. Il est devenu journaliste dans la rue. Au début, il ne l'était pas. Et puis, il a compris. Je pense que c'est l'affaire Benalla, la place de la Contrescarpe, les vidéos qu'il a pris, qui lui ont fait prendre conscience qu'il pouvait devenir journaliste. Et donc, c'est un peu son métier qui est lié aussi aux violences policières. C'est un acharnement le concernant. On peut parler d'acharnement concernant Taha Bouabs? Alors, vous voulez dire sur Twitter, sur le harcèlement? Pas que sur Twitter, je veux dire un acharnement judiciaire. Je veux dire, on a confisqué son téléphone, on l'a mis en garde à vue pour l'histoire du théâtre, quand il va filmer des scènes durant les Gilets jaunes. Il y a eu plein de choses quand même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, est-ce que je peux parler d'acharnement? Moi, je vais vous dire, je suis pas sûr qu'au moment où il était interpellé, à chaque fois, au début en tout cas, dans les premières interpellations, notamment ce qui s'est passé à Maison-Alfort, je suis pas sûr qu'au début les fonctionnaires de police aient su qui il était. D'accord? En revanche, ce qu'ils ont vu en phase 2, c'est pas un journaliste. Il leur a dit, il y a des vidéos. Je suis journaliste. Mais ce qu'ils voyaient en phase 2, c'est un petit arabe avec une casquette. Et c'est tout le problème. C'est le biais cognitif. C'est la vision que peuvent avoir les fonctionnaires de police à l'égard d'une personne qui a une casquette et qui a un physique arabe ou maghrébin. Il ne peut pas être journaliste. Donc, on va pouvoir l'interpeller, lui luxer le bras et ne pas faire ce qu'on aurait pu faire à un autre journaliste qui serait plus blanc. C'est ça la problématique finalement. Donc, est-ce qu'il y a un acharnement aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, il fait quand même un peu peur quand même. C'est pas la première affaire et le premier scandale qui fait sortir. Donc, on essaye de le décrédibiliser dans sa qualité de journaliste. On essaye de lui retirer ses protections parce qu'un journaliste est protégé dans son action. On essaye de lui retirer ses outils de travail, ses portables. À chaque fois, sont mis sous scellé et enlevés. Mais in fine, il se défend et on arrive à montrer que c'était lui qui était dans le vrai.
Dernière question pour Rudy Kazi, qui est resté très silencieux et qui a certainement une question à poser à Maître Ari Halimi, qui est avec nous. Encore merci d'être avec nous. Je rappelle que vous défendez, je crois que je ne m'abuse, une quinzaine de lycéens en rapport à l'affaire de Mantes-la-Jolie de septembre 2018. Hein. C'est 15, hein. Maître, c'est bien ça, 15? J'ai pas entendu parce que ça a coupé un peu. Vous parliez des lycéens. Je disais, avant de laisser la parole à Rudy Kazi pour la dernière question. Ouais, c'est 15 lycéens, c'est ça? Oui, une quinzaine, oui. Très bien. Rudy Kazi, question à Maître Halimi. Oui, bonjour maître. Alors je voulais voir avec vous en fait, on va dire plus en recul, plus en hauteur en fait sur le débat en fait que vous soulevez, notamment sur le racisme en France, notamment sur ce qu'il a de capacité en fait à s'incarner en fait dans les consciences de personnes qui ne le disent pas mais qui le manifestent dans certaines de leurs relations, notamment là dans le cas de violences policières où à l'occasion de ces violences on a entendu effectivement des propos racistes. Comment est-ce que, enfin, moi j'ai ma petite idée là-dessus, mais une fois qu'on arrive à faire marcher la machine pénale, judiciaire, notamment en arrivant à faire condamner donc des fonctionnaires qui sont protégés par la fonction et par une forme de corporatisme, alors qu'on sait bien qu'il y a ce type d'agissement, qui même des policiers eux-mêmes le témoignent. Comment est-ce qu'on fait in fine pour arriver à travailler là-dessus? Comment est-ce qu'on peut faire aussi pour essayer de réconcilier en fait deux France, c'est-à-dire une France qui, il y a une France qui est raciste, hein, il y a une partie des Français malheureusement qui le sont, et il y a une France qui est peut-être un petit peu trop idéaliste, qui pense que oui, en France, il n'y a pas tous ces problèmes, à la limite que ce sont les jeunes eux-mêmes qui manquent d'intégration, etc. Et limite, s'ils étaient moins truands, s'ils étaient moins délinquants, peut-être qu'ils ne subiraient pas tous ces problèmes. Comment est-ce qu'on fait pour amener en fait toutes ces trois France-là à un examen de conscience pour que l'un fasse un pas vers l'autre et se rendre compte que déjà il y a réellement un problème et que chacun soit conscient de la chose. Enfin, les statistiques sont là. Hein. Lorsqu'on est maghrébin, d'origine africaine, etc., on a 20 fois plus de chances de subir en fait un contrôle au faciès. Ça, c'est comptable. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour emmener chaque partie à se rapprocher l'un et l'autre en partant du constat que oui, il y a des soucis qui sont liés effectivement à la discrimination, au racisme, et que s'il y a des jeunes qui ont autant de mal à s'intégrer en France, c'est peut-être parce qu'il y a une partie de la France qui ne veut pas vraiment les intégrer, et eux, comme ils le savent, la question. Ils ne font plus l'effort d'un... J'ai compris la question. J'ai très bien compris la question. Pas beaucoup parlé, laisse-moi... Non, mais c'est pas une question de beaucoup parler, Rudy. Faut aller à l'essentiel, mon ami. Alors, maître. En fait, j'ai parfaitement compris. C'est une question importante, effectivement. Je ne crois pas qu'on pourra amener des gens à se rapprocher comme ça. C'est une vision un peu idéaliste, mais c'est pas comme ça à mon avis, qu'on mettra un terme. Alors, non pas au racisme, parce que le racisme, il existera toujours. Hein, c'est pas quelque chose qui disparaîtra. On peut combattre le racisme des gens, de la population, en édictant des lois contre la discrimination, contre les injures racistes, en les faisant appliquer, en les faisant bien exécuter, notamment par la voie pénale, en mettant en place des dispositifs au sein des entreprises, en mettant en place des dispositifs dans l'immobilier pour que les personnes ne soient pas exclues, notamment du parc immobilier quand ils demandent une location, parce qu'ils ont un nom à connotation maghrébine ou maghrébin. Ou parce qu'ils ont une couleur de peau noire. Voilà, on peut mettre un dispositif pour obliger les gens à ne pas commettre d'actes racistes. Mais vous ne pourrez pas obliger les gens, sauf par l'éducation, et ça prendra beaucoup de temps, sauf par l'histoire, c'est-à-dire en faisant ce dont on parlait tout à l'heure, un vrai travail historique sur toutes ces failles de l'histoire française, et notamment la guerre d'Algérie et tout le refoulement colonial. Mais ce dont on doit parler véritablement et ce sur quoi on peut vraiment agir, c'est le racisme institutionnel. Et moi, je suis sur un travail concernant le racisme institutionnel, c'est-à-dire, alors, je vais peut-être encore choquer les oreilles, mais est-ce qu'on peut parler ou pas en France de racisme d'État? J'allais vous poser la question. Est-ce qu'il y a un racisme d'État en France? Alors, si on est puriste, il n'y a pas de racisme d'État, dans la mesure où il n'y a pas de loi discriminatoire précisément en raison de l'appartenance à telle ou telle religion ou à telle origine ethnique. D'accord?
les deux grands racismes d'État. Je dis si on est puriste, j'ai pas fini ma phrase. Bien sûr. Les deux seuls grands racismes d'État, en tout cas les deux racismes d'État, il y en a eu d'autres, hein, les deux racismes d'État, notamment qu'on évoque habituellement quand on parle de racisme d'État, c'est bien évidemment la Shoah, la Seconde Guerre mondiale, l'hitlérisme, et puis évidemment l'apartheid. Bon, mais il y en a d'autres. Hein. La ségrégation. Et la ségrégation aussi. Non, mais il y en a plein. Hein. Mais ce que je vous dis, c'est que les deux qu'on évoque pour définir ce qu'est le racisme d'État, c'est un appareil légal qui discrimine spécifiquement à raison de l'appartenance ethnique, confessionnelle, etc. Bon. Oui, donc il y en a trois. Il y a Nuremberg, il y a l'apartheid et il y a la ségrégation américaine. C'est ces trois États qui ont institué. En ce moment, les lois qui peuvent. Les lois coloniales aussi. Hein. Les lois coloniales aussi sont des lois discriminatoires. Hein. Le Code noir en était un. Évidemment, il y en a d'autres. Ce que je vous dis, c'est que voilà la définition puriste. Bon. Ouais. Moi, je considère. Bon, j'ai déjà évoqué la notion de racisme d'État dans un blog que j'avais écrit. J'avais dit, au moment de l'état d'urgence, qu'il pouvait y avoir déjà une forme de racisme d'État dans le fait qu'on vise spécifiquement des personnes à raison de leur appartenance confessionnelle, c'est-à-dire des musulmans, et uniquement en les faisant passer pour des terroristes. Et il y avait beaucoup de choses qui permettaient de le dire. Il n'y avait pas de loi qui visait les musulmans, mais la pratique institutionnelle faisait que, in fine, de facto, on visait les musulmans en raison de leur appartenance confessionnelle. Ouais. Moi, je considère qu'on peut commencer à parler de racisme d'État dès lors qu'il y a un caractère systémique dans les pratiques étatiques, dans la police, dans l'administration publique, dans la fonction publique, à l'égard de personnes en raison de son appartenance confessionnelle ou d'origine ou de couleur de peau. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Alors, au vu de tout ce que vous avez à défendre comme affaire. Autant pendant l'état d'urgence, il y a eu une phase où on pouvait le dire, autant aujourd'hui, c'est moins le cas. Hein. C'est moins, oui, on peut moins le dire, oui. Non, mais j'ai une question non plus, quand même. Mais une vraie question. Oui, Gamal, pose ta question parce que j'aimerais aussi qu'on accueille Yessa de Mantes-la-Jolie aussi. Et moi, je vais devoir vous abandonner. Oui. Justement, qu'est-ce que vous avez pensé en 2005 quand ils ont fait le traitement des banlieues? Parce que là, on parle bien ils ont fait un ciblage géographique. Donc, géographique, ça veut dire un peu ethnique. Quand ils ont traité les banlieues par rapport à ce fameux couvre-feu de 54 qu'avait instauré de Villepin, est-ce que vous pensez que ça, c'est indirectement un traitement raciste d'État, pour le coup, puisqu'on parle de racisme structurel? Est-ce que vous pensez que ce couvre-feu spécifique aurait dû être interrogé à l'époque? Alors, non, je ne pense pas que c'est un traitement spécifiquement, qui appartient à la catégorie du racisme d'État. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a véritablement une bouffée de violence importante. Maintenant, effectivement, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a eu recours à un dispositif d'état d'urgence qui, justement, lui-même date de la guerre d'Algérie. Absolument. Et effectivement, l'analogie, elle pouvait être douteuse. Il faut faire attention quand on utilise des dispositifs légaux ou constitutionnels. Après, la deuxième question, c'est la façon dont on traite les banlieues et les quartiers populaires. Et évidemment, la population issue du colonialisme et issue de l'immigration est surreprésentée dans les quartiers populaires aujourd'hui. Donc, bien évidemment, on peut se poser la question de savoir si c'est parce que ce sont des populations qui sont issues de l'immigration et de la période coloniale qu'ils sont traités de cette manière. Je suis pas sociologue, je suis juriste. J'aurais tendance à penser que oui, mais je ne pourrais pas l'affirmer. Maître Ariel Halimi, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On attend, il faut maintenant que l'enquête est relancée, que les accusations sont portées. Il faut attendre combien de temps maintenant, concrètement, pour avoir des résultats dans cette affaire de Mantes-la-Jolie qui se sont produits en décembre 2018? On n'est qu'au début de nos peines. On sait qu'on va avoir beaucoup d'obstacles juridiques et ça va prendre beaucoup de temps, mais on essaiera. On lâche rien. Voilà, c'est certain, on lâche rien et on essaiera d'aller au bout de cette affaire. Merci Maître Ariel Halimi d'avoir répondu avec beaucoup de franchise, comme d'habitude, comme on vous connaît, à nos questions. Merci, à très bientôt Maître. Merci. Au revoir. Merci. Voilà. On reste à Mantes-la-Jolie, les amis, parce que je voudrais qu'on accueille Yessa, que vous connaissez pour certains d'entre vous. Elle est du collectif Défense Jeunes du Mantois, au téléphone avec nous. Bonsoir Yessa.
Est-ce qu'elle est au téléphone, Yessa? Bonsoir. Apparemment, elle n'est pas au téléphone. On m'aurait menti. Nabil, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-moi, Yessa. Donc, voilà, pour Yessa qui souhaite, qui s'était beaucoup investi. Et d'ailleurs, Gamal, Yessa qui avait organisé la première manifestation à Paris, absolument. la marche contre l'islamophobie. On l'a un peu oublié quand même, mais c'était ce collectif. C'est la première initiative. C'est les mamans de Mantes-la-Jolie, effectivement. C'était elle qui était à la tête de cette fameuse marche. C'était plus un sitting qu'une marche d'ailleurs. Mais c'était très réussi, c'était spontané, il y avait peu de moyens, mais l'audience a été au rendez-vous, effectivement. Et ils ont réussi, eux, de Mantes-la-Jolie, ils viennent de loin quand même, hein, plus de 30 ou 40 km de Paris, à rejoindre la capitale pour organiser une manifestation. C'est pourquoi je les félicite d'ailleurs. Yessa, bonsoir. Yessa. Non, on l'entend pas. Yessa. Ah, bonsoir. Est-ce que tu peux parler bien fort, Yessa? Parce que je sais que tu as une voix douce. Voilà, merci. Technique Salam, la famille de Le Grand Forum. Salam, Yessa, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, le ramadan se passe bien? Ça va. Ça va, bon, malgré le contexte de crise sanitaire dans lequel on se trouve. Oui. Bah, il paraît que selon certains imams, c'est une bénédiction de Dieu que d'être confiné. Eh bah oui, comme ça on a le temps de faire ses prières à l'heure, on a le temps de faire le ramadan comme il se doit, quoi. Bon, Yessa, on n'est pas là pour parler ramadan, on est là pour parler de ce qui se passe, ce qui s'est passé chez toi, Mantes-la-Jolie, en décembre 2018. Ces images qui font honte à la République, rappelons-le. Nous étions avec Maître Harry Halimi pendant de longues minutes, qui nous a expliqué juridiquement ce qu'il venait de cette affaire. C'était quoi? C'est un soulagement le fait qu'un juge décide de relancer l'enquête pour torture? Il y a ça aujourd'hui? Alors, un soulagement, non. Disons qu'on se réjouit de cette avancée, puisque c'en est une. Après, quant au terme, je trouve que l'intitulé de l'émission, de votre émission, il est sympa parce que le terme torture crée débat depuis hier, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook ou autre. Alors, beaucoup s'offusquent de l'intitulé de l'enquête ouverte par ce juge. Puisque pour beaucoup le terme torture est un peu, démesuré. Et du coup, voilà, Harry Halimi s'est occupé de la partie droit. Je vais quand même me permettre de revenir sur la définition du mot torture en droit. Donc, je vais prendre une petite minute pour vous lire ça. Donc, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite, ce terme ne s'étend pas à la douleur et aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Bah c'est bon, ça correspond à la définition. Voilà, donc... on est d'accord, c'est de la torture. J'avais même pas vu qu'il y avait débat. Il y a ça. Comment il peut y avoir débat là-dessus? Mais il y a débat sur Twitter, c'est la folie. On a même Gilles Clervel là sur mon mur Facebook qui se permet de faire de jouer aux juristes en disant que le mot torture quand même on y va un peu fort. Non, parce qu'évidemment, la définition du mot torture dans le Larousse, la définition. Chacun ses amis, hein. Toi, moi j'ai ami de Chériette, toi t'as Gilles. Chacun ses amis. Je sais même pas comment il s'est retrouvé là. Enfin, peu importe. Donc pour nous, le mot torture, il est pas démesuré. Et cette enquête, elle doit être ouverte en tant que telle. Bien sûr. Parce que cette scène, tu vois, Christophe, on l'a tous en tête. C'est des images. Je veux dire, c'est même pas des propos rapportés. On peut les remettre à l'image, mon cher Philippe, pour que les gens s'apprennent bien de ce qui s'est passé quand même. Voilà, on remet les images pendant que tu parles, Yessa. Ouais, donc, parce qu'on fait de la télé maintenant. Quand on a cette scène où plus de 151 jeunes hommes, jeunes filles, pour la plupart arabes ou noirs,
dans une posture d'humiliation, qui est infligée, ces gamins ce jour-là, ils ont obligation de rester dans cette position durant plusieurs heures. Et je rappelle qu'on est au mois de décembre, il fait froid. Et que ça a duré plusieurs heures. Donc, moi, je défie quiconque, ceux en tout cas qui trouvent que l'intitulé est ouvert par le juge, trouvent que l'intitulé est démesuré. Je défie quiconque en fait de rester dans cette position près de 4 heures, parce que les derniers gamins amenés dans les fourgons, ils sont restés comme ça près de 4 heures, dans le froid, avec un sol qui est plein de cailloux, qui est humide. On vous interdit d'aller uriner, on vous interdit de lever la tête, et par-dessus le marché, on vous porte des coups. Moi, en tant que fille d'Algérien, en tant que petite fille d'Algérien, en tant qu'Algérienne née en Algérie, avec une histoire qui lie finalement ma présence aujourd'hui en France, ces images en fait elles renvoient à ça. Elle renvoie à des images d'archives, et notamment on peut penser à la guerre d'Algérie, on peut penser à l'occupation, on pourrait penser au Vietnam, tout ça, tout ce que ces gamins ils ont vécu pendant plusieurs heures, finalement en fait après ils vont étudier des images similaires, une iconographie similaire dans les livres d'histoire. Et nous ce qu'on demande, c'est le combat du collectif, il y a le combat juridique, et puis le combat. Ah, Yessa. On a perdu Yessa. Très intéressant en tout cas ce que nous dit Yessa de ce collectif donc de Mantes-la-Jolie, des mamans de Mantes-la-Jolie, de défendre des jeunes donc de Mantes-la-Jolie, du Montois pour être plus précis. Yessa qui a mené un combat avec beaucoup de gens et qui se sont mobilisés suite à cette affaire. Elles se sont fait connaître. Effectivement, et elles font parler d'elles. Alors, merci à Yessa, en tout cas, je la remercie parce qu'on arrive au terme de cette émission. Je voulais quand même, on aura l'occasion de se rappeler, ma chère Yessa et Sarah Avtolog pour ce soir. Je voulais vous montrer quand même une vidéo, parmi les 3 ou 4 vidéos que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est quand même Macron qui était dans une école ce matin et qui explique les gestes barrières aux enfants. Alors, vous allez me dire, oui, il n'y a pas d'école dans les banlieues. Si, il y a des enfants du personnel soignant. Et regardez Emmanuel Macron qui explique donc les gestes barrières aux enfants. Écoute, regardez Emmanuel Macron. Nous, les adultes, on va mettre des masques, ce qui est recommandé aux enseignants, etc. On n'est pas tous habitués, donc parfois, moi, j'arrête pas de le faire. Tu es obligé de toucher ton masque parce qu'il n'est pas bien ajusté. Et s'il y a un bout de virus là, tac, la seule solution pour moi, après, c'est de me laver les mains avec du gel le plus souvent possible. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un bout de virus quelque part qu'on se mette dans l'œil ou dans la bouche. Mais si on se tient les distances, qu'on évite, nous, avec le masque, d'envoyer des postillons et qu'on se lave les mains régulièrement, on va réduire les chances de ce satané virus. Dis-moi, toi, un peu, t'es en quelle classe? CP. CP? Et ça va? T'es pas trop inquiet? Non? Qu'est-ce qu'ils font, tes parents? Ma mère, elle est à l'hôpital. Ouais. Et mon père, je sais pas. Ta maman, elle est à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle soigne des gens? Lui, il veut être maître d'école. Toi, tu veux être maître d'école? Et là, t'apprends bien, ça va? Et t'es pas trop inquiet dans cette période? Non? Dis-moi. Aussi, on doit mettre des gants pour que le coronavirus, il n'est pas sur les mains. On doit mettre des gants et des masques. C'est pourquoi on met un masque. Pourquoi? Je crois que ça servait à rien. Imagine qu'il y a un bout de coronavirus sur ta main. Et après, tu touches quelque part, par exemple, sur ta joue, sur ta bouche, ou ouais. par exemple, partout, tu peux l'avoir. Tu peux tousser, tu peux le donner. Et par exemple, à un enfant, Alors ça, t'as raison, mais c'est plus pour ça qu'on se lave les mains. Bon, ça va aller, je pense. En tout cas, Macron qui donne des cours aux enfants, des explications de gestes barrières. Gamal, c'est le rôle d'un président que d'aller faire ça dans une école, franchement? Moi, j'ai envie de dire qu'il fait ce qu'il a toujours fait depuis le début. Il parle à des gamins. Il parle à la France entière comme à des gamins. Faut être clair, je veux dire. Depuis le début, tout son gouvernement... Plus violent que moi, toi, en fait. Non, toi, t'es un kamikaze, toi, en fait.
Non, mais je reprends le texte de Johann Chapoutot qui a écrit qu'il est un excellent historien du nazisme, donc c'est quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner d'être un fan de l'Allemagne, hein, pour le coup. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait simplement, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Si, c'est bizarre, hein, tu commences à critiquer Macron, ça coupe. Bah, Vous m'entendez? On t'entend, vas-y, Gamal, okay. Vas-y. Non, mais c'est mon téléphone qui n'est pas d'accord, il est macroniste. Ouais, voilà. C'est un macroniste. Donc, Johann Chapoutot disait un truc, il disait que les Allemands parlent à leur peuple comme à des adultes, et les Français parlent à leur peuple comme à des crétins, comme à des enfants. Et là, en l'occurrence, ce qu'on vient de voir c'est clairement un Macron qui s'exprime comme s'il parlait à des gamins, mais je ne parle pas de cette classe-là, je parle en règle générale, il parle comme à des mômes. Il nous explique les gestes barrières. Il y a d'autres images, Gamal, que vous ne verrez pas sur BFM, qu'on vous a mis d'ailleurs sur le réseau du LGF, le Grand Forum. C'est l'émission phare. Hein. Voilà, n'oubliez pas, les amis. Twitter, Facebook, tout ça. Ou quand Emmanuel Macron rentre dans la classe, il y a un gamin, il dit c'est qui? Il l'a même pas reconnu. Voilà. C'était marrant. Voilà, ça m'a fait rire en tout cas. Sabrina, le geste de président qui explique les gestes barrières aux élèves, ça t'inspire quoi? Écoute, moi je dirais que comme d'habitude, Macron a fait une opération de communication pour expliquer aux Français que tout ira bien le 11 mai, que vous pouvez renvoyer vos enfants à l'école et surtout retourner travailler, puisque la crise économique et sociale est au début et c'est encore devant nous. Donc c'était une belle opération de communication. Je pense qu'on sent vraiment les différences de posture entre le Premier ministre et le Président de la République aujourd'hui, avec un Premier ministre qui est très, il fait très attention sur la question du déconfinement, sur le calendrier, il est très prudent, et avec un Président de la République qui s'est fixé comme objectif le 11 mai et qui fait une campagne de communication un peu agressive pour expliquer que tout ira bien et que le 11 mai, il faudra que tout le monde soit au boulot et les enfants à l'école. Bon, mon Rudy, en 30 secondes, vraiment pas plus, parce que je dois rendre l'antenne. Après, tu pourras continuer, évidemment, mais là, pour finir, le président Macron qui explique les gestes barrières, ça t'évoque quoi? C'est comme on l'a dit, hein, de toute façon, c'est une opération de communication. Hein. La rentrée à partir du 11 mai. Tu vas remettre tes gamins, Rudy, toi? Tu remets tes gamins? Non, mais déjà, je vais aller au bout de ce que je vais dire, parce qu'après, je vais me dire 30 secondes de trop, tu vois. Non, mais c'est une opération de communication, parce qu'on sait que dans le débat, elle est assez décriée. L'Assemblée nationale a voté pour le déconfinement, mais pas le Sénat, par exemple. Et il y a une tribune encore, 316 maires qui ont dit que voilà, eux, ils n'étaient pas vraiment d'accord pour la reprise donc des activités, parce que c'est les maires notamment qui ont la gestion des écoles primaires. Et donc, je suis vraiment obligé de te couper. Tu vas continuer tout de suite, ne t'inquiète pas. On rend l'antenne aux auditeurs pour dans un instant retrouver Medjahed. On se retrouve tout à l'heure à 19h pour parler Stam. Demain à 17h. Salut tout le monde et à demain. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Rudy, vas-y, continue. Ouais. Pardon, mais les impératifs, moi. Ouais, pas de souci. Ouais, non, mais donc voilà, et c'est vrai que même on le voit, la manière dont la chose se déroule sous nos yeux, on est vraiment dans un storytelling. En fait, on raconte une histoire, on raconte un homme très bien habillé qui vient dans une classe. Et quand vous regardez la classe, en fait, il y a, on va dire, un élève sur deux avec des séparations, etc. En gros, ils sont en train de présenter le produit qu'ils veulent en fait mettre sur le marché, en gros. Voilà, donc c'est cette image-là qu'ils veulent imprimer dans l'esprit des gens pour leur faire prendre conscience que, soi-disant, à partir du moment où on va déconfiner le 11 mai, mais qu'en fait, on aura des classes de ce type, avec une enseignante qui aura un masque, etc. Sauf que le problème, et les maires l'ont dit, c'est qu'on n'est pas sûr aussi de la manière dont ça va être respecté et par les enfants, et aussi les conditions sanitaires, notamment la distribution des masques, si effectivement tous les enseignants pourront en avoir, et aussi il y a la question de la maladie, parce que cette maladie de Kawasaki dont on parle, qui sort, on parle exactement au moment où il est question du déconfinement des enfants. Donc là, voilà, on a l'impression, et toujours pareil, d'un point de vue médiatique, on voit qu'il y a deux collèges, deux écoles qui s'affrontent, certains qui vont dire oui, non, mais ça va aller, etc., et d'autres qui mettent vraiment une alerte. Je veux dire, quand même, c'est les pédiatres d'Île-de-France qui en ont parlé. Donc, c'est pas un truc, en fait, à prendre à la légère. Mais on sent quand même que vent debout, le gouvernement, la personne notamment représentée par Emmanuel Macron, qui veut absolument que ce déconfinement ait lieu malgré les alertes. Etc. Ça, c'est clair. Ça, ils ont envie. Plus qu'envie. Les maires Pour terminer. Malgré l'avis négatif du Conseil scientifique. Conseil scientifique, absolument. Aussi, ouais.
Et Macron a dit que pour les vacances, c'était un petit peu trop tôt pour parler, que ça pourrait être compliqué pour aller même en Europe, hein, même en Europe. Il a dit réponse pas avant début juin. C'est ce qu'il a dit ce matin. Bon, on va clôturer cette émission en vous remerciant en tout cas d'avoir commenté, bien sûr, comme beaucoup. Ça a beaucoup commenté. Philippe, aujourd'hui, ils ont été comment? Dis-nous franchement, est-ce qu'ils ont été réactifs ou alors ils ont été ces moyens? Ils sont en ramadan fatigués? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça a commenté, hein. Ça a commenté. Bien. Bon, par contre, toi, je te sens au bout du rouleau. Qu'est-ce qui se passe? Un petit coup de fatigue, mais tout va bien, ça va aller. Bon. Trop d'émotions, préparation demain de l'hommage qu'on va faire à la Libre Antenne. On va faire une émission spéciale Idir. Il y aura des artistes qui vont venir vous chanter leur répertoire et voilà. Et donc voilà, les artistes, tu sais comment c'est, hein, Christophe, il faut appeler, il faut rassurer, il faut consoler. Moi, je veux être avec un tel, moi, je veux pas. Et du coup, on a fait le tri, on a pris que des gens vraiment très bien qui nous ont pas posé de problème, comme dire je vois, on écrira une chronique plus tard là-dessus. Il y en a qui stop, non, ça va. J'ai cru que j'avais Madonna, Prince et Michael Jackson. Tu vois, je leur ai dit bon, barra, aïe, 2 morts sur 3 quand même. Hein. Tu sais que sur tous les invités du HF, ça je la réserve pour les auditeurs qui nous suivent sur Facebook, de tous les invités, pardon, il y en a un seul qui nous a demandé qu'on lui envoie un taxi. Je ne vais pas dire son prénom, mais je vais vous donner juste un indice. C'est quelqu'un qui sortait d'une télé-réalité et qui s'est fait une carrière dans le poker. Voilà. Patrick Bruel? Non, pas Patrick Bruel. Il n'a pas fait de télé-réalité. Pourquoi sa vie est une télé-réalité? Qu'est-ce que ça mange ce soir, les amis? C'est Ramadan, 12e jour. Sabrina, on mange quoi chez toi? Bah écoute, je suis pas encore chez moi, donc je peux pas te dire ce que je vais manger. Je vais rentrer si je ferai le menu. Ah bah ça dépend. Hier c'était moi, mais tu vois, c'était light, c'était gratin d'aubergine, tu vois, avec un peu de soupe, c'était tranquille. Ouais, pas tranquille pour nous, ouais. Bah, mais attends, il faut aussi, je rappelle que le mois du Ramadan, c'est aussi un mois où on est censé prendre soin de son corps, donc ça veut pas dire se goinfrer le soir, mais bien avoir une alimentation équilibrée, et voilà, donc on essaye de faire attention. Pas faux. Ouais, pas faux. Gamal, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Moi, je vais faire un gros cliché algérien, couscous. Ah ouais? Oh là là. Ah ouais. Oh là là. Tu me donnes envie avec ton couscous, mec. Mais couscous allégé, juste aux légumes. Ah bah voilà, bravo. C'est bien, ça c'est très bien. Bon, je ne pose pas la question à Philippe et Rudy, hein, qui sont des mécréants, évidemment. Il veut des amis, hein. On sent qu'il veut des amis, le mec. Bah, Christophe, il est dans la provocation jusqu'au bout aujourd'hui. C'est clair. Exactement. Bon. Christophe, hein, tout dépend du point de vue. Hein. Ça dépend du point de vue. Ce soir, on va se faire un colombo avec du boudin, créole, bien. Un petit punch pour le thème et tout ça. Nal Chitan, ouais. Allez, faites-moi sortir ces mecs-là. Salut à tous, rendez-vous demain à partir de 17h. On va parler de la nuit du Ramadan. La nuit du Ramadan, vous savez, l'émission sur France 2, là. Elle aura lieu cette année. On aura le responsable de cette émission qui sera là pour nous en parler demain. Salut à tous, bonne soirée. Sarah Talcom. Salut. Inch'Allah. Et restez chez vous. Hein. Évidemment. Ne partez. De toute façon, c'est Marine Le Pen qui doit être dégoûtée en vérité. Pourquoi? Il n'y a pas un seul pendant cet été qui pourra partir de France. Ils vont rester là et vont nous envahir encore plus. Laissez-les partir. Allez, ciao, à demain. Bye. Ciao. Le Grand Forum avec Christophe Roux